Bienvenue sur ICI Eco. Des positions essentielles ont été exprimées par le ministre de l'Économie et du Commerce Amer Psat lors de sa dernière apparition dans l'émission Sar el-Waqt. Psat a abordé de nombreux points sensibles, notamment la loi sur le gap financier, la restructuration des banques et les négociations avec le FMI. Il a souligné qu'il est impossible de fixer un calendrier précis pour la présentation et l'adoption de la loi sur le gap financier, car plusieurs problèmes sont encore à l'étude. Le ministre a affirmé que le Liban dispose d'un secteur bancaire existant qui nécessite une restructuration, ce qui constitue le cœur des efforts en cours. Parallèlement, il faut travailler à rendre les dépôts déposants. Ainsi, deux objectifs sont poursuivis. Trouver une solution équitable pour restituer l'argent des citoyens et restructurer le secteur afin de restaurer son rôle en tant que partenaire essentiel dans l'économie. L'un des points majeurs qu'a répété Psat est que le Liban fait face à une crise systémique et non une crise bancaire traditionnelle. Durant cet épisode, nous allons traiter plusieurs dossiers économiques et financiers, notamment la préparation de la loi sur le gap financier, les conditions de FMI et les amendements proposés à la loi sur la restructuration bancaire, en présence du professeur Jassem Aja, qui est économiste à l'université libanaise. Toujours un plaisir de vous recevoir, professeur. Le plaisir est pour moi, merci. Juste pour rappeler que le ministre de l'économie, Amer Psat, a de nouveau insisté sur le fait que le Liban traverse une crise systémique et non bancaire. Lors de plusieurs réunions, le gouverneur de la Banque du Liban, Karim Saïd, a également présenté des études et des analyses juridiques confirmant que la crise actuelle n'est pas une crise bancaire classique, mais bien une crise de système. Pour clarifier les choses, pourquoi le Liban souffre-t-il d'une crise systémique? Parce que tout le système est en crise, tout le système. En réalité, il faudrait savoir, c'est que le mot systémique, c'est quelque chose qui part de l'ensemble du système. Le système financier libanais est en crise. Prenez les finances de l'État. Nous avons une dette de 92 milliards de dollars. Aujourd'hui, il y en a qui disent non, c'est beaucoup moins. Même il y en a qui sont descendus jusqu'à 10 milliards. Mais bon, c'est un point de vue. Nous avons une crise au niveau de au moins les eurobonds. Nous avons au moins 33 milliards de dollars eurobonds. Nous avons en fait un déficit. Nous avons en fait l'électricité du Liban. Tout ce qu'il y a comme dû pour le gouvernement irakien et qui s'élèverait quelque chose comme 2 milliards de dollars. Et nous avons aussi une crise au niveau de la Banque centrale, pas assez de dollars. D'ailleurs, le gap dont il parle tout le temps, c'est en fait entre les actifs de la Banque centrale et les liabilities qui se trouvent. Et vous avez une crise au niveau des banques elles-mêmes. Donc les banques n'arrivent pas à honorer leurs engagements vis-à-vis des déposants. Et donc, qu'est-ce qui reste de ce système? Non, mais qu'est-ce qui reste de ce système? C'est ça la question. Qu'est-ce qui reste? Aujourd'hui, l'État financièrement n'est plus viable. La Banque du Liban, la seule... Je dirais pas le seul, mais disons que le point le plus fort, c'est peut-être l'or, mais l'or quand même, c'est sujet à des discussions politiques plutôt qu'autre chose. Mais même la Banque du Liban n'a pas les moyens, je dirais quelque part, d'honorer ses engagements vis-à-vis des banques, et surtout les dépôts de l'argent là-bas, qui est reconnu par l'actuel gouverneur comme étant 82 milliards de dollars. Et donc ça, c'est quelque chose quand même assez important. Donc le mot systémique signifie que tout le système, avec ses trois composantes, les banques, l'État et la Banque centrale, en fait, se trouvent dans un problème. Et donc, quelle est l'importance de préciser dans le préambule des lois sur le gap financier et la restructuration du secteur bancaire que le Liban fait face à une crise systémique? Pourquoi c'est important de mentionner la nature de cette crise et comment cette qualification influence-t-elle des solutions à proposer? Si vous voulez, en tous les cas, l'idée de base, c'est que le traitement d'un problème qu'une banque pourrait faire face
auxquelles une banque pourrait faire face. Enfin, il y a un traitement classique, si vous voulez. Et ça, c'est prévu par les lois libanaises. Le fait de donner une étiquette systémique à cette crise, ça changerait toute la donne. Et même le traitement, ça diffère complètement que dans le cas simple où une banque ou deux banques ont un problème. Vous vous rappelez l'époque de la banque canadienne, libano-canadienne, donc aussi la banque Jamal Trust Bank, et puis vous avez aussi la banque... et il y avait encore une autre banque qui est disparue. De toute façon, ces banques n'ont pas posé un problème. Pourquoi? Parce que les actifs et les liabilities ont été transférés à d'autres banques, d'accord, qui les ont rachetés. Même les dettes ont été rachetées. Et même, vous savez, Jamal Trust Bank, après avoir été liquidé, les dépôts ne sont pas partis. Aujourd'hui, si vous attaquez au secteur bancaire de la même façon, qui va supporter les dépôts? Qui va être la contrepartie des déposants à ce stade? Nous allons parler à propos des dépôts, juste pour rappeler, si vous permettez, que le ministre de l'économie et du commerce, Amer Saad, a également affirmé qu'il est impossible de faire porter toutes les pertes aux banques, car cela les conduirait à leur perte. Il a expliqué qu'il existe une répartition claire des responsabilités entre les banques, la Banque centrale et le gouvernement. Il a ajouté qu'il ne faut pas faire supporter à une partie plus que ce qu'elle peut endurer. Les banques doivent rester des partenaires dans la croissance et la prospérité, tandis que le gouvernement doit assumer sa part des dettes sans replonger dans la faillite ni imposer de nouvelles taxes aux citoyens. Votre commentaire? Je pense que ça, c'est quelque chose qui mérite d'être mentionné. C'est quelque chose de bien. L'idée de base, c'est que, à la limite, si vous faites supporter cela aux banques seules, la question, à part les responsabilités qui seront à être déterminées, je pense, par la justice, c'est le mieux de ce qu'on pourrait faire à ce stade. Mais supposons que vous faites faire porter tout cela aux banques, la question qui se pose, est-ce qu'il y a une garantie pour les dépôts? La réponse est non. Il n'y a aucune garantie. La loi est assez claire. Dans un seul cas, on pourrait se débarrasser des dépôts. C'est tout simplement le cas où une banque fait faillite. Et donc, c'est pour cette raison qu'il ne faut pas les laisser faire faillite. Est-ce que le fait de réduire le capital à zéro, ce qu'ils appellent, si vous voulez, ça c'est la fameuse... le GAFI. Non, le fameux mécanisme de... en ce qui concerne les capitaux des banques. Les zéros, voilà, réduire à zéro et puis ensuite pour le refaire recapitaliser. Je veux bien, mais la question, quand on arrive à zéro, à l'instant où on touche le zéro, qu'est-ce qui va se passer avec les dépôts? On fait comment? Je pense que là, il n'y a pas de réponse. Et donc, c'est pour cette raison, les déposants n'ont fait aucun crime, n'ont pas violé la loi, n'ont rien fait. S'il y a des déposants qui ont pu, ou d'une façon ou d'une autre, acquérir des fortunes de façon illicite, c'est à la justice de les poursuivre. Il y a une seule classification pour les dépôts. Soit c'est des dépôts de source légitime ou non légitime. Et c'est vraiment la Banque centrale et les banques avec ce qu'ils appellent les compliance units, donc tout ce qui est unité de conformité. Je pense que c'est à eux de définir si vraiment c'est possible ou non. Vous avez la SIC, donc Special Investigation Committee, qui est quand même chargé de poursuivre tout le monde. Et il y a même des juges à l'intérieur. Et donc c'est pour cette raison, je pense que c'est la légitimité. Mais la question, je reviens à l'initiale, vous réduisez le capital des banques à zéro. Est-ce qu'il y a une garantie pour les dépôts? Non. La réponse est non. Et en ce qui concerne la loi sur la restructuration du secteur, comment le gouvernement peut-il approuver sans discussion les observations du FMI qui ont été déjà adoptées par le Parlement, sachant que certaines de ces remarques contredisent clairement la décision du Conseil
constitutionnelle à ce sujet? Bah, là, je pense que, vous savez, je pense de toute façon, moi, mon avis à ce stade, je le dis, je dis ma position vis-à-vis du plan du FMI. Le FMI, c'est un passage obligatoire pour le Liban. Il ne faut pas nier cela. Mais, Même si on est contre le FMI, on ne peut pas s'en passer. à quel coût? Parce que Condition. il a été imposé par la communauté internationale. Mais il ne faut pas aller... Soumis? non, il ne faut pas tout accepter, Oui. c'est tout. Il faut, à un moment donné, défendre les intérêts du peuple libanais. Le gouvernement libanais, c'est un gouvernement libanais, ce n'est pas un gouvernement du FMI. Et donc, c'est pour cela qu'il faudrait défendre, au moins sur un certain nombre de points. Bah, si vous voulez, si vous enlevez, si vous faites un R4 sur les dépôts, qui est en train d'être appauvri? Mais c'est la population libanaise. Mais ce ne sont pas les FMI, ni d'autres pays. Et donc, je crois honnêtement, à ce stade, il faudrait un peu plus comment dirais-je, de résistance face aux pressions du FMI. Comme je vous ai dit, c'est un passage obligatoire. Et là, il faut des hommes qui arrivent à bien négocier pour le bien-être de la société libanaise et avant tout pour le bien-être des déposants. S'ils n'arrivent pas à défendre les déposants, ça veut dire que c'est... vous savez, même dans le plan qui a été proposé par le gouvernement, sur 83 milliards de dépôts, ils disent que ces 30 milliards ne sont pas éligibles. Ou plutôt, ils sont éligibles, pardon. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, c'est basé sur quoi? Vous êtes en train d'exécuter d'une façon ou d'une autre les désirs du FMI à ce niveau. Il faudrait voir un tout petit peu si ces sommes sont illicites et c'est bien approuvé par la SIC, la Special Investigation Committee. Si cette comité, vraiment c'est elle qui dit que cet argent est illicite, il s'est devenu automatiquement illicite. Et en plus de ça, elle a le pouvoir, cette comité, d'aller, ou plutôt cette commission, d'aller en fait geler les avoirs de ces personnes ou de ces sociétés ou de ces entités, que ce soit ici ou à l'extérieur, selon l'accord sur le fighting de la corruption. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il y a une étude, il y a donc... bien sûr, la SIC dispose de plusieurs... Il y a certains mécanismes. Oui, mais ils ont déjà, en fait, là-bas, dans cette commission, ils ont plein d'outils de monitoring et de tracking de cela. Et en plus, ils ont une vision assez claire. Et juste pour signaler ça, pour que ce soit clair aussi pour les téléspectateurs, que aucune banque ne peut refuser une demande à la SIC. Et ça, c'est même avant le changement du secret bancaire. Donc, ces gens n'ont pas de secret bancaire. Ils ont accès à tout. C'est clair. Le ministre Amel Psat a indiqué que le Liban est chanceux, notamment grâce à la hausse du prix de l'or, estimé à environ 40 milliards de dollars. Il a précisé, nous ne demandons pas de vendre l'or, mais d'en investir une partie afin d'assurer la liquidité et de renforcer la solvabilité. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la solidité financière des banques existantes, rejetant l'idée de les remplacer par de nouvelles institutions. Selon lui, l'essentiel est de réhabiliter et restructurer le secteur pour rétablir son équilibre. La clé de sortie de crise réside dans le respect par l'État de l'article 113 du Code de la monnaie du crédit et dans la récapitalisation de la BDL en comblant son déficit. Quelle est l'importance de cette mesure? Voilà, si vous voulez, de toute façon, ça c'est une loi. On peut pas, en fait, c'est un article dans cette loi qui est quand même la loi sur la monnaie et le crédit. Il faudrait savoir qu'il faudrait l'appliquer d'une façon ou d'une autre. Maintenant, il faudrait savoir une chose. Le principe, il faudrait séparer entre le principe et l'application, l'exécution. Le principe, je suis tout à fait d'accord. Il faudrait obligatoirement que l'État reconnaisse au moins
sa responsabilité, non pas parce que c'est aussi seulement marqué dans l'article 113 du Code de la monnaie et du crédit, mais c'est aussi parce que c'est le gouvernement, ou plutôt les gouvernements successifs, qui ont dépensé cet argent. Mais maintenant, il y a le côté pratique. Le gouvernement ne peut pas supporter une dette assez énorme. Pourquoi? Parce que ça va se traduire par des taxes assez importantes. Donc, et ça, c'est important. C'est quelque chose qu'on ne peut pas le supporter actuellement. C'est pour cela il faudrait une négociation assez claire. Et ça, il faudrait qu'il y ait 3 parties là-dedans, dans cette négociation. Les déposants, les banques, et puis aussi la Banque centrale avec le gouvernement. Quand on fait une négociation pour savoir jusqu'où on peut aller dans cet aspect, le gouvernement ne peut pas aller avec un projet de loi sans discuter avec les banques, sans discuter aussi avec les déposants. Et quand même, les déposants, c'est une partie prenante. Pourquoi la négliger? Pourquoi on n'a pas pris leur avis à ce niveau? Et ils ont quand même leur avis sur le sujet. C'est ça. Et donc, pourquoi les négliger? Pourquoi les supprimer? Je ne sais pas si vraiment c'est quelque chose. De toute façon, on a l'impression que le gouvernement est coincé, je dirais quelque part dans l'anneau du FMI. Donc, n'arrive pas à sortir de cet anneau. Et plus que ça, on n'arrive pas à négocier d'une position de force. D'accord. Il a mentionné, le ministre de l'économie et du commerce, il a dit clairement que le Liban est chanceux, c'est ses paroles, parce que l'or a augmenté et donc ça a renforcé la position du Liban. Eh bien, dans ce cas, et pourquoi vous ne traduisez pas ça sur la table par des refus sur un certain nombre de points qui ne sont pas acceptables, comme le R4 sur le dépôt? Il n'y a qu'une seule classification pour le dépôt, c'est soit légal, source légale, soit source illégale. Il n'y a pas d'autre classification. Et ça, il faudrait le savoir. Et dans sa nature, un dépôt, c'est quelque chose qui est quand même qui a une importance majeure. Ils appellent ça en fait dans la langue juridique améné. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important et ça on ne peut pas vraiment avoir, je dirais quelque part, des faiblesses sur ce point. Si les choses se déroulent selon la volonté du FMI et que les capitaux des banques sont anéantis, pour laisser place à de nouvelles banques, donc qui remboursera les dépôts et les déposants? Il y a une question juridique. Ce n'est pas une question qui a une relation avec les banques. Qu'ils suppriment les capitaux des banques, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ça, c'est quand même le gouvernement, par le biais du Parlement, il a le pouvoir, il a ce pouvoir. Mais la question n'est pas là. La question, si vous supprimez les capitaux des banques, vous les réduisez à 0. Ah, c'est ça. Et vous, après, vous dites, soit vous réinjectez de l'argent, soit il y a des nouvelles banques. La question n'est pas à ce niveau. Ça, c'est des questions techniques, purement techniques. La question auquel le gouvernement doit répondre, si vous enlevez ou si vous supprimez les capitaux des banques, la question, qu'est-ce qui se passerait avec les dépôts? Et surtout que, d'après la loi, quand vous supprimez le capital d'une banque, automatiquement, la banque est en faillite et donc c'est qui va payer c'est la commission de garantie des dépôts qui va payer $780 ou $750, je ne sais pas combien. 75 millions de livres libanais. Exactement. Et donc, pour tout compte, qu'il y a plus que cette somme. Et la somme exacte si c'est en dessous. Et donc, ça, c'est vraiment quelque part inadmissible, je pense, à ce niveau. S'il n'y a pas de réponse à cela, ils ne peuvent pas se permettre d'aller dans une telle aventure parce qu'on leur demande de faire ça. Si les banques ont commis des infractions, que la justice tranche là-dessus, d'accord, et que chaque personne qui a commis une infraction, qu'il paye pour cela. Mais on ne peut pas vraiment mettre en danger
je crois, tous les dépôts. C'est immoral, si vous voulez. Hein. Encore une fois, le FMI a demandé un audit rétroactif des banques depuis 2017 afin de reclassifier les dépôts et justifier leur réduction pour justifier le gap financier. Votre commentaire? Il n'y a pas de réduction que si et seulement si c'est illégal. C'est tout. On ne peut pas faire autre chose. Nous sommes un pays, donc un État de droit. C'est pas un pays en fait où c'est un roi qui dicte et puis les autres, les sujets de ce roi exécutent ce qu'il demande. Non, c'est un État de droit. Et donc, on ne peut pas supprimer ce qui est légal. Maintenant qu'il y ait un audit, oui, je veux bien, pourquoi pas. L'audit, c'est demandé. Et d'ailleurs, le FMI l'avait demandé depuis très longtemps, que ce soit un audit sur la Banque du Liban et un audit sur le secteur bancaire. Mais j'espère, à partir de ce plateau, j'espère qu'ils vont étendre cela aussi à tout ce qu'il y a comme institution et ministère au niveau de l'État. Parce qu'on le sait. Et d'ailleurs, le député Brahim Kanaan, donc le patron de la commission des finances et du budget, il a dit clairement, donc il y a 27 milliards de dollars qui sont en fait inconnus, on ne sait pas où est-ce que ça a été dépensé, etc., etc. Donc la question qui se pose à ce niveau, non pour la réduction, oui, pour la réduction ou plutôt la suppression de ce qui est illégal. L'audit, c'est le bienvenu partout où il est et surtout au niveau des services de l'État. Aussi, parmi les divergences majeures figure également l'exclusion des banques et des déposants de toute participation dans la rédaction de la loi sur le gap financier, alors qu'ils sont les principaux concernés. Pourquoi ne pas inclure les banques dans les discussions du plan? Je pense que ça, c'est une requête de la part du FMI, je le pense. Je ne sais pas, en fait. Moi, je vous l'ai dit il y a 5 minutes de là, je vous ai dit qu'il faudrait inclure les déposants, il faut inclure aussi les banques, parce que c'est les deux parties les plus importantes qui sont concernées dans ce sujet. Pourquoi ne pas les inclure? Je pense honnêtement que c'est une requête de la part du FMI, parce que très probablement, il y aura une sorte de résistance féroce de la part des banques. Les banques, vous le savez mieux que moi, elles n'ont aucun intérêt à ce qu'on les supprime. Je veux dire, c'est une question existentielle. Certainement. Donc, elles vont avoir une sorte de résistance. Et c'est ce que ne veut pas le FMI, parce que le partenaire en négociation avec le FMI, je ne dirais pas que c'est un... Je vais utiliser des mots avec beaucoup de prudence, mais je dirais qu'il ne voit pas de résistance donc, de la part de cette équipe de négociation. Et depuis octobre 2019, les autorités constitutionnelles libanaises ont échoué à remplir leurs obligations, aggravant considérablement la fuite financière, notamment à travers le programme de subvention. Il y a environ 20 milliards de dollars, le remboursement de dettes en livres libanaises ou en dollars, les transferts, etc. L'État libanais ne porte-t-il pas la responsabilité directe de ces coûts élevés? Comment peut-on nier la responsabilité juridique de l'État dans cette crise et refuser d'en assumer les conséquences? En fait, l'État ne peut pas. Hein. Et d'ailleurs, vous venez de le dire. Le conseil de l'État, il avait dit clairement, il avait annulé la décision du gouvernement de Miati. Vous vous rappelez de cela? Oui, avec les 60 milliards de dollars. On peut pas. Qui ne sont que le dépôt des déposants. En fait. Exactement. Donc, ne peut pas nier cela. En revanche, ce que vous avez mentionné, c'est quelque chose d'extrêmement, en soi-même, c'est grave. Où sont partis? Alors, vous dites 20 milliards, je respecte, parce que vous êtes économiste, probablement, donc vous avez fait votre recherche. Personnellement, je ne sais pas combien est le chiffre. Ça pourrait être beaucoup plus que ça. Ça pourrait être moins que ça. Il faudrait faire un audit vraiment sur ça. Voilà, donc quelle est votre opinion en ce qui concerne l'annonce du gouverneur de la Banque du Liban, Karim Saïd, affirmant qu'il a commencé à préparer le cahier des charges pour mandater une société d'audit chargée d'examiner les opérations de subvention? Moi, je le souhaite de tout mon cœur, parce que, si vous voulez, vraiment, la chute du système financier
n'a commencé qu'à partir de cet instant. Mhm. Il a annoncé, le premier ministre de cette époque, donc Hassan Diab, il avait annoncé le défaut. Et puis tout de suite, il avait demandé à la Banque centrale donc de subventionner les achats. Et on sait exactement que ces achats n'ont pas été pour le peuple libanais. Ça a été à différentes places. Et d'ailleurs, il y a une chaîne de télévision avec un programme très connu donc, sur la corruption. Donc ils ont montré des preuves assez claires et indiscutables sur le fait comment a été utilisée cette subvention. Donc on le sait qu'il y a beaucoup de commerçants qui en ont profité. Et ça, c'est au dépit des déposants. Donc, on ne peut pas accepter cela. Et là, j'encourage le gouverneur donc d'aller plus loin. Et j'espère que la justice va lui donner un coup de main parce qu'il en aura besoin. Hein. Surtout quand ils vont savoir qu'il y a de grosses têtes qui ont été impliquées dans ces, c'est aussi grave, hein. dans ces affaires. Hein. Il y a des responsables, il y a plein de personnes. Hein. Donc, si vous voulez, les commerçants n'étaient qu'un instrument entre les mains d'un certain nombre donc, de personnes influentes au niveau public. C'était des instruments. Ils ont bien sûr pris leur part du gâteau, mais ce sont des instruments parce qu'ils ont eu une protection. Personne ne les a poursuivis. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Tout ce qu'il y a comme marchandises qui ont été subventionnées, on les trouvait même jusqu'en Australie. En Australie, je ne sais pas si vous imaginez, est-ce que vraiment c'est rentable de renvoyer des marchandises en Australie? La réponse, non. Clairement, non. Économiquement, non. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement commandé ça à un pays et l'ont envoyé tout de suite. Le pays de destination, c'était l'Australie ou le Koweït ou la Turquie ou Kinshasa ou autre chose. Oui. Et donc, je trouve que c'est grave. Parce que la justification, parce qu'il y avait la guerre en Syrie. Et donc, c'était un peuple en besoin. D'accord? On pourrait imaginer qu'il y avait vraiment un motif. Mais est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que le Koweït est un pays pauvre? Est-ce que la Turquie est en crise? Est-ce que l'Australie a besoin du café libanais pour qu'on lui exporte du café libanais subventionné? Donc je trouve que c'est un tout petit peu... C'est vraiment, s'ils arrivent à finaliser ce dossier, je pense qu'on aurait gagné beaucoup d'argent pour les déposants. Et voilà. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, professeur. Le plaisir est pour moi. Merci pour votre invitation. Et bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.